À l'aube, Lisbonne s'éveille lentement. Le jour n'a pas encore pris possession du ciel. Une lumière pâle glisse sur le Tage, étirée et froide, brisant à peine la brume qui flotte au ras de l'eau. Les coques des navires grincent doucement contre les quais de pierre. Des cordages tendus soupirent sous l'humidité nocturne. Dans l'air se mêle l'odeur du sel, du bois mouillé et de la fumée qui s'échappe déjà des foyers invisibles. Les cloches sonnent, une à une, graves, régulières. Leur écho se propage entre les collines, s'attarde sur les façades blanchies à la chaux, traverse les ruelles étroites encore plongées dans l'ombre. Sur les pavés, des pas isolés résonnent. Des silhouettes avançant se pressaient, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Lisbonne paraît immense, riche, assurée. Les coupoles, les palais, les églises s'élèvent au-dessus du fleuve comme des affirmations de puissance. L'or, invisible mais omniprésent, circule déjà dans les coffres, dans les églises, dans les promesses de l'Empire. Et pourtant, sous cette surface immobile, quelque chose se fissure. Une tension silencieuse, une fragilité que personne ne nomme encore. Car en ce début de XVIIIe siècle, Lisbonne ne se contente pas d'exister. Elle croit durer éternellement. Au début du XVIIIe siècle, Lisbonne se tient à la croisée de plusieurs mondes. Elle est à la fois capitale européenne et porte océanique, ville de cours et ville de transit, centre administratif et point de départ vers des horizons qui s'étendent bien au-delà de l'Atlantique. Peu de cités peuvent alors revendiquer une telle position. Moins encore peut soutenir le poids de ce qu'elle représente. Depuis la fin du XVe siècle, le Portugal a bâti un empire maritime disproportionné par rapport à sa taille. Des comptoirs africains aux routes de l'océan Indien, des plantations atlantiques aux immensités du Brésil, Lisbonne est devenue le nœud par lequel transitent marchandises, informations et richesses. Au XVIIIe siècle, cette réalité atteint son apogée. Les flottes continuent d'entrer et de sortir du Tage, chargées de sucre, de tabac, d'épices, de bois exotiques. Mais surtout, elles transportent de l'or. À partir des années 1690, les mines du Brésil transforment profondément le royaume. Des tonnes de métal précieux traversent l'Atlantique, arrivent à Lisbonne sous forme de lingots, de poussières, de pièces frappées à l'effigie du roi. Les registres douaniers, les correspondances diplomatiques et les comptes de la couronne en témoignent. Jamais le Portugal n'a connu une telle abondance monétaire. Lisbonne devient, aux yeux de l'Europe, une ville littéralement pavée d'or. Cette richesse alimente une monarchie absolue convaincue de sa mission divine. Le roi Jean V, monté sur le trône en 1706, incarne cette certitude. Profondément pieux, résolument autoritaire, il gouverne depuis Lisbonne comme un souverain persuadé que la prospérité est la preuve visible de la faveur céleste. L'or brésilien finance des palais, des couvents, des églises monumentales. Il soutient une cour fastueuse, une diplomatie ambitieuse et une église catholique omniprésente, étroitement liée au pouvoir royal. Dans cette capitale, la religion n'est pas un simple cadre moral. Elle structure le temps, l'espace et les gestes quotidiens. Les processions rythment le calendrier. Les cloches ordonnent les heures. Les façades des églises, recouvertes de dorures venues d'outre-mer, exposent au grand jour la fusion entre foi et richesse. Lisbonne devient un théâtre sacré où l'abondance matérielle se confond avec la dévotion. Mais cette prospérité repose sur des équilibres fragiles. L'économie du royaume dépend presque entièrement de l'extérieur. Les industries locales sont faibles. L'agriculture peine à nourrir la population urbaine croissante. Une grande partie de la richesse ne circule pas. Elle est immobilisée dans la pierre, l'or liturgique, le prestige. Les observateurs étrangers, diplomates ou commerçants, notent déjà ce paradoxe. Une capitale somptueuse, mais un pays structurellement vulnérable. Lisbonne, elle, continue d'absorber. Les hommes arrivent des campagnes, des colonies, des ports étrangers. Marins, dockers, artisans, esclaves africains, religieux, nobles et marchands partagent le même espace sans jamais réellement se rencontrer. La ville s'étend sur ses collines, s'enchevêtre dans un réseau de rues étroites, de places, de marchés et de quais saturés d'activités. Elle vit dans le bruit du fleuve, dans le frottement constant du commerce mondial contre ses murs anciens. Vue de loin, Lisbonne semble invincible. Vue de près, elle est déjà sous tension. Chaque cargaison d'or renforce son éclat, mais accentue aussi sa dépendance. Chaque cérémonie affirme la permanence de l'ordre établi, tout en masquant les failles qui s'élargissent lentement sous la surface. Car pour comprendre Lisbonne au XVIIIe siècle, il ne suffit pas de regarder ses palais. Il faut entrer dans la ville elle-même, suivre ses rues, observer ceux qui la font vivre et mesurer ce que cette abondance signifie au quotidien. À l'intérieur de Lisbonne, la richesse impériale ne se présente jamais de manière uniforme. Elle se concentre, se superpose, puis disparaît brusquement au détour d'une rue.
La ville du début du XVIIIe siècle est un organisme vertical, construit sur des collines abruptes où chaque niveau raconte une réalité différente. Au sommet, les quartiers proches du palais royal et des grandes églises dominent le fleuve. Là vivent les nobles, les hauts fonctionnaires, les dignitaires ecclésiastiques. Les façades sont larges, les fenêtres hautes, les intérieurs décorés de bois précieux, de soieries importées, d'objets venus d'Asie ou du Brésil. L'or y est discret mais omniprésent, intégré au cadre, au retable, au plafond. Ces espaces sont conçus pour être vus, pour affirmer une continuité entre pouvoir terrestre et ordre divin. En contrebas, la ville change de texture. Les rues se resserrent, les pavés sont usés, les odeurs deviennent plus lourdes. C'est ici que vivent les artisans, les commerçants modestes, les employés du port. Les ateliers s'ouvrent directement sur la rue. Les cris des marchands se mêlent aux prières, récitées à voix basse. La ville travaille sans relâche, transformant les flux venus de l'Empire en biens, en taxes, en revenus pour une élite souvent invisible. Plus près du fleuve encore, Lisbonne bat au rythme du Tage. Les quais sont encombrés de cargaisons, de barils, de caisses scellées. Des hommes déchargent, transportent, inspectent. Parmi eux, des esclaves africains, omniprésents dans la ville du XVIIIe siècle, accomplissent les tâches les plus pénibles. Leur présence est banalisée, intégrée au paysage urbain. Rarement interrogés. Pourtant, ils sont l'un des piliers silencieux de cette prospérité. Les registres municipaux et les témoignages contemporains confirment leur rôle central dans l'économie urbaine lisboète. La religion traverse tous ces espaces sans distinction. Les églises sont partout, petites ou monumentales, anciennes ou récemment construites. Les couvents jalonnent les quartiers, occupant parfois des blocs entiers. Le calendrier liturgique impose son rythme à la population. Les jours de fête, la ville se transforme. Les rues se couvrent de tentures. Les processions avancent lentement, entourées de chants et d'encens. L'or, extrait des terres brésiliennes, revient alors symboliquement vers le ciel, martelé, sculpté, offert. Mais derrière cette unité apparente, Lisbonne est une ville profondément fragmentée. Les écarts de richesse sont visibles à chaque pas. Les logements sont surpeuplés. Les incendies sont fréquents. Les épidémies circulent rapidement dans les quartiers les plus denses. La police urbaine peine à contrôler une population en constante augmentation. Des rapports administratifs de l'époque évoquent une capitale difficile à gouverner où l'ordre repose davantage sur la tradition et la religion que sur une véritable planification. Les visiteurs étrangers, nombreux à cette époque, laissent des descriptions contrastées. Certains admirent l'énergie du port, la piété spectaculaire, l'abondance apparente. D'autres soulignent le désordre, la saleté, la dépendance excessive à l'or colonial. Lisbonne fascine autant qu'elle inquiète. Elle donne l'impression d'une ville arrivée à un sommet, mais incapable de dire ce qui viendra ensuite. Car sous les cloches, sous les dorures, sous les cargaisons venues d'outre-mer, Lisbonne du XVIIIe siècle repose sur un équilibre instable. Un équilibre que l'on perçoit à peine lorsqu'on traverse ces rues, mais qui se révèle dès que l'on observe les hommes, les structures et les silences qui soutiennent cette grandeur. Et c'est précisément à travers ces regards multiples que la ville commence à se dévoiler. Lisbonne peut être vue à travers des prismes multiples, chacun révélant une vérité différente sur cette capitale du XVIIIe siècle. Le premier angle est celui de l'humain, celui des habitants qui arpentent les ruelles étroites et pavées, souvent à pas pressés, portant le poids d'une ville immense et d'un empire lointain. Les femmes transportent l'eau depuis les fontaines, les enfants vendent des journaux ou des friandises, les artisans frappent le métal ou façonnent le bois, et les dockers tirent des cordages chargés de caisses d'épices et de lingots d'or. Chaque geste, chaque effort contribue à maintenir en vie cette capitale qui semble respirer au rythme des flux venus du monde entier. Les chroniques de voyageurs de l'époque décrivent ces scènes avec fascination et une pointe d'inquiétude. La vitalité de Lisbonne est à la fois impressionnante et fragile. Le deuxième angle est économique. Les docks du Tage sont le cœur palpitant de la ville, un espace où l'or brésilien arrive en masse, où le sucre et le tabac s'entassent dans les entrepôts, où les navires de toute origine s'alignent, attendant l'autorisation de décharger. Les registres comptables de la couronne montrent que des milliers de kilos d'or ont transité par Lisbonne chaque décennie, alimentant non seulement les coffres royaux, mais aussi les faces des palais et des églises. La prospérité est spectaculaire, mais elle repose sur un réseau complexe d'intermédiaires, de taxes, de marchands et de main-d'œuvre diverses, parfois contraintes. Le troisième angle est religieux. Les églises imposantes dominent les collines et les places. Les retables, souvent recouverts d'or, étincellent au soleil et reflètent la lumière dans les ruelles. Les processions ponctuent le calendrier, rappelant à tous que le pouvoir divin soutient le pouvoir terrestre. L'influence de l'Église est telle qu'elle contrôle non seulement la foi, mais aussi la morale, l'éducation et même une partie de l'économie.
Les textes de l'époque témoignent de la ferveur populaire, mais aussi de la peur qu'inspire l'Inquisition, qui reste omniprésente, surveillant les écarts de conduite avec rigueur. Chacun de ces angles révèle une facette essentielle de Lisbonne. La ville est à la fois vivante et hiérarchisée, prospère et fragile, imposante et vulnérable. Cette richesse et cette complexité préparent le spectateur à comprendre les autres dimensions de Lisbonne, celles qui concernent le pouvoir, l'étranger et la morale, que nous explorons dans la deuxième partie des angles. Le quatrième angle nous transporte dans la sphère politique et administrative. Lisbonne n'est pas seulement une capitale, elle est le centre névralgique du pouvoir royal absolu. Les édits et les décrets s'y succèdent, imposés par une bureaucratie centralisée qui se déploie dans les palais et les bureaux de la ville. Les nobles, souvent relégués à des fonctions honorifiques ou à des chars symboliques, participent à un théâtre de pouvoir soigneusement orchestré. Le roi Jean V règne par l'or autant que par la loi. Les décisions prises dans les salles dorées influencent non seulement la vie quotidienne des Lisboètes, mais aussi l'avenir d'un empire entier. Les archives de la cour montrent comment chaque cargaison, chaque taxe, chaque financement d'église ou de chantier relève d'une logique qui mêle autorité divine et efficacité politique. Le cinquième angle est celui de l'étranger. Les visiteurs qui abordent Lisbonne pour la première fois restent souvent frappés par le contraste entre la grandeur apparente de la ville et les tensions invisibles qui la traversent. Diplomates, marchands, écrivains et marins rapportent une ville luxueuse où la foi et l'or se mêlent dans un éclat presque théâtral, mais où l'inégalité sociale et la dépendance à l'Empire sont palpables. Ces témoignages, consignés dans des journaux de bord ou des lettres, soulignent l'ambivalence de Lisbonne. L'économie, longtemps soutenue par le flux continu de richesses coloniales, commença à montrer ses limites. Les registres douaniers montrent que les cargaisons d'or et de produits exotiques arrivaient toujours, mais que les bénéfices de ces richesses étaient concentrés entre quelques mains, créant un fossé croissant entre une élite incroyablement riche et une population laborieuse, souvent laissée à ses propres moyens. Les dockers, artisans et commerçants sentaient de plus en plus la pression de maintenir le rythme, tandis que les risques d'incendie et d'accidents croissaient. Le tissu social se révéla lui aussi fragile. Les maladies se propagent plus facilement dans les quartiers densément peuplés et mal assainis. Des rapports médicaux et des lettres de médecins de l'époque décrivent des épidémies sporadiques, des pénuries de nourriture et des tensions croissantes entre les différentes classes sociales. L'impression de permanence, qui avait longtemps caractérisé Lisbonne, commença à se fissurer dans l'esprit de ceux qui la connaissaient intimement. Pourtant, malgré ces signes, la ville conserva une partie de sa magnificence et de son autorité symbolique. L'Église continuait de dominer le paysage religieux et social, offrant un sentiment de stabilité spirituelle qui contrastait avec les tensions visibles dans les rues et sur les quais. Les fêtes, processions et cérémonies royales maintenaient l'illusion d'une cité invincible, comme si chaque éclat d'or et chaque retable doré pouvait masquer les fractures invisibles. Les témoignages étrangers soulignent ces dualités. Diplomates et marchands notent une capitale impressionnante, pleine de ressources et de spectacles, mais y perçoivent aussi l'instabilité latente. Des lettres de voyageurs apportent le sentiment que Lisbonne, malgré sa gloire, se trouve sur le fil du rasoir, dépendante de forces extérieures, qu'il s'agisse des flux d'or brésiliens ou du maintien d'un ordre social fragile. À travers ces réalités, Lisbonne apparaît désormais comme une ville consciente, sinon de sa fragilité, du moins de l'équilibre délicat qui la soutient. Elle est la démonstration vivante d'un empire brillant, mais d'un empire qui repose sur la vigilance constante de ses habitants, de ses autorités et de ses structures, une ville où la magnificence côtoie la précarité à chaque coin de rue. Avec le temps, l'image de Lisbonne dans la mémoire collective se transforma. La ville, qui avait été perçue comme une capitale triomphante et invincible, se révéla être un symbole de fragilité contenue. Les chroniqueurs et historiens du XVIIIe siècle insistent sur ce paradoxe. Lisbonne fascinait par sa richesse et son faste, mais chacun pouvait percevoir la tension sous-jacente, la dépendance extrême à l'empire colonial et au flux d'or brésilien. Cette prise de conscience marqua profondément la manière dont la ville serait observée et décrite par la suite. Les changements sociaux, bien que graduels, étaient notables. Les quartiers populaires, surpeuplés et exposés aux risques sanitaires, commencèrent à attirer l'attention des autorités. Les réformes urbaines et administratives, lentes et partielles, témoignaient d'un effort pour contenir la fragilité de la ville tout en préservant son éclat. Les archives montrent que des travaux de consolidation des bâtiments, de renforcement des quais et d'amélioration des infrastructures furent entrepris, mais toujours avec prudence et parfois de manière symbolique, comme si chaque initiative cherchait à maintenir l'illusion de stabilité. L'économie continua de dépendre des richesses coloniales, mais les élites urbaines commencèrent à diversifier leurs intérêts, investissant dans l'immobilier, le commerce local et les manufactures. Cela contribua à créer une dynamique plus complexe,
où la prospérité ne reposait plus uniquement sur le flux des cargaisons transatlantiques, mais aussi sur l'activité interne de la ville. Cependant, les inégalités restèrent profondes et la perception d'un déséquilibre social persiste, alimentant les récits critiques et les témoignages étrangers. Du point de vue culturel et symbolique, Lisbonne maintint son rôle central dans le paysage européen. Les édifices religieux, les palais et les monuments publics continuaient de refléter la grandeur du royaume. Mais désormais, ces structures dorées et imposantes portaient un message double, celui de la puissance et de la fragilité, de la gloire et de la dépendance. L'or, omniprésent dans la ville, devenait un témoin silencieux des excès et des limites de l'abondance portugaise. Ainsi, l'aftermath de cette période révèle Lisbonne comme une capitale fascinante mais consciente de ses limites. Les habitants et les visiteurs percevaient à la fois l'éclat et la précarité, la richesse et la dépendance, le faste et la tension. Cette dualité, inscrite dans l'urbanisme, les flux économiques et la vie quotidienne, forgea la mémoire historique de la ville, une cité où l'or brille, mais où la grandeur est suspendue à des équilibres fragiles et où chaque pierre, chaque quai et chaque cloche porte l'ombre de ce qui pourrait ne pas durer. Lisbonne du XVIIIe siècle demeure, dans notre mémoire, une ville de contrastes extrêmes. Elle brille de mille ors venus de l'autre bout du monde, reflétant la puissance d'un empire, la ferveur religieuse et l'ambition royale. Chaque retable, chaque palais, chaque quai chargé de marchandises raconte la magnificence et l'ingéniosité humaine. Et pourtant, derrière cette splendeur, la fragilité se fait sentir. Infrastructures vulnérables, dépendance à des richesses lointaines, tensions sociales toujours présentes. L'or, qui traverse la ville comme un fil invisible, devient le symbole de cette dualité. Il est à la fois la promesse et l'illusion, la mesure de la richesse et le rappel de la précarité. Dans les ruelles, sur les pavés des marchés, dans les dorures des églises, il raconte l'histoire d'une capitale qui croyait en sa permanence mais qui, silencieusement, portait les signes de son équilibre fragile. Cette tension entre abondance et fragilité confère à Lisbonne une dimension universelle. Elle illustre la condition de toute société qui croit maîtriser son destin tout en dépendant de forces invisibles et extérieures. La ville devient ainsi un miroir du monde, une leçon sur le pouvoir, la prospérité et la vulnérabilité humaine. Et lorsque le soleil se couche sur le Tage, que les cloches se taisent et que l'ombre envahit les collines, Lisbonne reste suspendue entre lumière et ténèbres, entre gloire et précarité. Elle nous rappelle que la beauté et la puissance sont toujours éphémères et que le véritable héritage réside dans la capacité à percevoir et à respecter l'équilibre fragile qui les soutient. Fascinante, impressionnante, mais fragile, comme si la ville savait qu'elle repose sur un équilibre précaire. Enfin, le sixième angle explore la dimension morale et symbolique de cette prospérité. L'or, omniprésent dans les églises et les palais, n'est pas qu'une mesure de richesse. Il devient un étalon de valeur sociale, un objet de désir et un instrument de pouvoir. Il éclaire les rues et les visages, mais il rappelle aussi les sacrifices, les injustices et la dépendance d'une ville entière vis-à-vis de territoires lointains. Des chroniqueurs et poètes de l'époque soulignent ce paradoxe. Lisbonne brille, mais sa lumière repose sur des fondations instables et sur l'exploitation silencieuse de populations parfois invisibles. À travers ces six angles humains, économiques, religieux, politiques, étrangers, moral, Lisbonne du XVIIIe siècle apparaît dans toute sa complexité, majestueuse et vulnérable, riche et dépendante, vivante et fragile. Chaque perspective prépare à saisir le point culminant de cette période, lorsque la ville, dans toute sa splendeur, se révèle prête à affronter des épreuves qui mettront en lumière ses véritables forces et faiblesses. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Lisbonne atteint l'apogée de son éclat. Les quais débordent de navires chargés de richesses venus du Brésil et d'Orient. Le Tage brille sous le soleil, reflétant les silhouettes des palais et des églises. Chaque pierre de la ville semble baignée dans l'or et la lumière. Les rues vibrent de vie, mais cette vitalité est soigneusement orchestrée. La monarchie, l'Église et le commerce se conjuguent pour créer l'impression d'une permanence absolue. Au centre de cette splendeur se trouve le palais royal, véritable cœur politique et symbole du pouvoir absolu. Les faces de la cour rivalisent avec les édifices religieux, avec des retables et des dorures qui semblent rappeler à tous que Lisbonne n'est pas seulement une ville, mais un empire réduit à sa capitale. Les cérémonies publiques, les processions, les fêtes religieuses et les réceptions diplomatiques créent un flux continu d'images et de sons, renforçant l'impression de stabilité et d'ordre. Pourtant, cette apparente invincibilité repose sur un équilibre précaire. La ville est surpeuplée. Les quartiers populaires s'étendent sur des collines abruptes où l'eau potable manque parfois et où les incendies, fréquents, constituent une menace permanente. Les registres municipaux et les correspondances diplomatiques décrivent cette tension silencieuse. Lisbonne vit sur un fil, dépendante des cargaisons d'or et de ressources importées, fragile face à la moindre perturbation.
Les soldats et marins qui patrouillent sur les quais ou servent dans la garnison connaissent cette dualité. Ils voient la grandeur, mais ils sentent aussi la fragilité. Les ponts en bois surchargés, les bâtiments anciens, les ruelles étroites bondées de monde. Chaque décision de l'autorité royale, chaque édit, chaque procession religieuse tente de masquer l'instabilité sous-jacente. Dans ce contexte, un symbole récurrent traverse la ville et ses habitants, l'or. Il n'est pas seulement monnaie aux matières premières. Il est le témoin de la puissance, de la piété, de l'identité portugaise et de la dépendance à l'empire colonial. Les lingots et poussières d'or brésiliens apparaissent dans les coffres, les églises, les rues commerçantes, rappelant à chacun que Lisbonne brille grâce à un équilibre fragile et que sa prospérité pourrait disparaître du jour au lendemain. Alors que la ville atteint son apogée, les observateurs contemporains pressentent que cette perfection est éphémère. Des voix discrètes mentionnent déjà l'inquiétude pour les structures urbaines, la dépendance excessive aux richesses extérieures et l'inégalité sociale grandissante. Lisbonne, malgré toute sa splendeur, se prépare sans le savoir à affronter une épreuve qui révélera la véritable nature de sa force et de sa fragilité. Les premiers signes de vulnérabilité, longtemps ignorés ou minimisés, commencent à se manifester plus visiblement à mesure que le XVIIIe siècle avance. Lisbonne, avec ses collines abruptes, ses rues étroites et ses bâtiments anciens, se révèle sensible aux caprices de la nature, aux excès d'une croissance accélérée. Les registres municipaux et les lettres de voyageurs évoquent des maisons fissurées, des toits fragiles et des sols instables. Chaque cargaison d'or qui arrive, chaque procession fastueuse, chaque fête de la cour souligne la splendeur, mais masque un danger latent. Dans le centre-ville, les quais sont toujours bondés, les entrepôts saturés, et les navires s'empilent à perte de vue. Les dockers et marins, témoins de cette abondance, sentent la tension sous-jacente. L'infrastructure n'est pas conçue pour supporter un tel flux continu. Les ingénieurs et architectes, souvent ignorés dans les décisions royales, observent des signes inquiétants. Les fondations en pierre, les arcs et voûtes des églises et palais montrent des signes de fatigue. Le paysage urbain, si impressionnant, repose sur des bases que l'or seul ne peut renforcer. Cette fragilité prend une dimension symbolique lorsqu'on regarde l'omniprésence de l'or dans la ville. Il sert de lien entre le pouvoir, la religion et la population, mais il devient aussi un indicateur de dépendance. Les fortunes colossales qui transitent par Lisbonne, provenant du Brésil et d'autres colonies, rendent la capitale extraordinairement riche, mais vulnérable à la moindre rupture dans ses flux. La prospérité se révèle être une armure étincelante mais mince, prête à se fissurer à la première secousse majeure. Les tensions sociales amplifient cette fragilité. Les quartiers populaires, surpeuplés et insalubres, abritent une population laborieuse mais vulnérable. Les maladies se propagent facilement, la police municipale peine à maintenir l'ordre, et le spectre de la famine ou des émeutes rôde dans les esprits. Des documents de l'époque témoignent d'une inquiétude croissante parmi les élites. Lisbonne peut être admirée par l'Europe entière, mais sa beauté et sa puissance ne garantissent en rien sa stabilité. À travers ces signes convergents, infrastructures fragiles, dépendance alors coloniale, inégalité sociale croissante, Lisbonne s'approche du tournant dramatique qui marquera son histoire. La ville qui semblait invincible, que les étrangers regardaient avec admiration et que ses habitants considéraient comme éternelle, se prépare à révéler ses véritables limites. Ce moment de tension, presque palpable, prépare le spectateur à comprendre comment la grandeur et la fragilité coexistent et comment chaque pierre, chaque lingot, chaque cloche porte la mémoire de ce que la ville est réellement. Ainsi, Lisbonne au milieu du XVIIIe siècle se tient dans un équilibre précaire, brillante, vivante, imposante, mais suspendue au fil de la contingence, prête à se confronter à l'épreuve qui définira sa mémoire historique. Lorsque l'on considère Lisbonne après ce tournant, il devient clair que la ville a subi une transformation profonde, même avant les catastrophes physiques qui allaient suivre. Les contemporains, dans leur mémoire et correspondance, insistent sur un paradoxe. Lisbonne restait somptueuse, éclatante d'or et de lumière, mais chaque habitant percevait désormais une fragilité invisible, un souffle de vulnérabilité qui traversait la ville. Les palais et les églises continuaient de briller, mais les fissures dans les murs, les sols instables et les rues surpeuplées rappelaient que cette splendeur reposait sur des fondations précaires.